On reste en Russie avec une autre frappe des Ukrainiens. On le sait, les soldats ukrainiens sont toujours présents dans la région russe de Koursk, qu'on est à la frontière avec l'Ukraine. Et regardez, général, on voulait vous faire commenter cette image parce que vous le ferez évidemment mieux que nous, mais il s'agit de la 47e brigade mécanisée ukrainienne qui a publié ces images. C'est un assaut russe massif, en tout cas c'est présenté comme un assaut russe massif dans les images, qui est repoussé dans l'oblast de Koursk en Russie, et l'attaque russe aurait impliqué une 50aine de véhicules blindés. Est-ce que vous pouvez nous commenter ce qu'on voit sur les images ? Oui, on voit bien qu'ils se font détruire par les drones, hein, encore une fois. Alors là, c'est l'hiver en plus, donc noir sur blanc, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Mais en plus, il y a des grands découverts. Et en plus, les drones ne permettent pas de se cacher. Où qu'on soit derrière un couvert, etc., les drones découvrent. Et donc, les drones, aujourd'hui, font 70% des pertes en matériel russe. Ah, c'est 70% c'est absolument... oui, c'est ça le véritable taux. Donc le drone sur le champ de bataille du niveau tactique, c'est un véritable game changer. Et c'est pas l'artillerie. Avant c'était l'artillerie. Verdun c'est l'artillerie. Il fallait 75-77 obus pour tuer un homme. Et là vous avez un drone, une bombinette, et vous avez une colonne de chars complète qui tombe. Ça pose un vrai problème pour toutes les armées du monde. Hein. Je veux dire, les états-majors phosphore maintenant pour bien comprendre la place du drone dans le champ de bataille. On va entendre dans un instant le président Zelensky qui dit exactement ce que vous dites. Il dit le drone est devenu le nerf de la guerre. Tout à l'heure sur notre antenne, il y avait aussi le général Paloméros qui disait c'est comparable à toute l'aventure des V1 pendant la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le drone, c'est un événement historique. Hein. C'est pas un surcroît de cette guerre. C'est vraiment au cœur de tout. Ouais. Quand on voit ces images, quand même, on s'aperçoit que les Russes, ils n'ont pas du tout retenu les leçons de mars-avril 2022. On voyait les colonnes de chars se faire cartonner systématiquement par des drones et autres missiles sol-sol. On a l'impression vraiment, là, on les voit cheminer en colonne. C'est une erreur tactique. Enfin, je sais pas ce qu'on pense. Mais apparemment, ils n'ont pas le choix parce qu'apparemment ils sont un petit peu plus étalés qu'on le voyait au début de la guerre. Mais là, c'est insuffisant. Deux blindés, c'est 500 mètres entre deux blindés. C'est pas 20 mètres derrière. Même nous, on finit par le savoir avec Darius. Vous nous le répétez tellement que... C'est des super spécialistes maintenant. Mili. Regardez ces images, puisque les Anglais vont donner 30 000 drones. Alors ça paraît peu par rapport aux millions de drones que produisent les Ukrainiens eux-mêmes. Regardez, voilà, la diplomate française qui tape tout de suite sur les Anglais. C'est pas bien, Sylvie Berman. Ils font un effort. En poste à Londres. Non mais écoutez, 30 000 drones, c'est combien de jours ? Mais c'est rien. C'est ridicule. C'est rien. Les Ukrainiens vont produire 4 millions de drones en 2025. Il est en train de sombrer dans l'océan Atlantique. Et les Russes aussi. C'est déjà un Samantha. Moi, j'ai dit que le Royaume-Uni, il est en difficulté en ce moment. Ils font ce qu'ils peuvent. Oui. Alors il faut voir. C'est un geste significatif. Je veux dire, il faut voir de quoi on parle comme drone. 30 000, c'est une livraison qui est assez intéressante. Mais ça montre bien ce que vous disiez, Darius, à l'instant. C'est la première fois dans le conflit de l'histoire où on a une dronisation aussi massive et aussi variée en termes de gamme de drones. Dans l'histoire des conflits armés. Donc oui, ça change la donne au niveau tactique, voire au niveau stratégique. Mais bon, là, sur le volume de ces fameux 30 000 drones, je ne sais pas quelle est la caractéristique des drones qui sont envoyés. Alors, je vous lis juste ce qu'a annoncé le ministère de la Défense britannique, qui dit que ces drones de pointe, et même si vous en riez, ils disent qu'ils aideront l'Ukraine à lutter contre l'agression russe et permettra de manœuvrer au-delà des défenses russes pour cibler les positions ennemies et les véhicules blindés. On va écouter Volodymyr Zelensky aujourd'hui, qui était en Allemagne sur la base de Ramstein, la plus grande base américaine hors des États-Unis. Et Zelensky l'a rappelé, il lui faut absolument plus de drones pour cette guerre. Les drones ont déjà changé la nature de la guerre et les changements sont loin d'être terminés. Aujourd'hui, il existe une dépendance directe. Pour arrêter l'avancée de l'ennemi, pour cesser de perdre des personnes et des territoires, nous avons besoin de drones. Les drones dissuadent l'ennemi. Ils le maintiennent à distance. Il faudrait leur en envoyer combien pour que ça change la donne? Là, il en faudrait. Les Ukrainiens, ça a été dit, ont commencé à en fabriquer plusieurs millions. Et alors, pour revenir aux 30 000, il faut se demander quelle est la nature de ces drones-là. Il y a une petite différence entre un petit drone qui est avec une caméra, et puis s'ils envoient 30 000 Predator, c'est pas du tout la même chose. Predator, ça tire dans la profondeur. C'est vraiment du drone de très haute technologie. Alors là, on peut penser quand même que les Britanniques n'envoient pas des jouets pour enfants, etc. Ils envoient des vrais drones
drones, quasiment des avions sans pilote, qui vont permettre effectivement de taper très loin parce qu'ils peuvent quasiment être équipés de missiles de croisière en dessous. Alors regardez l'application des drones dans la région de Pokrovsk. Et là, on est donc cette fois à l'intérieur de l'Ukraine. On n'est plus en Russie, on est à l'intérieur de l'Ukraine, là où se battent les Russes et les Ukrainiens. 100 fois, on a dit Pokrovsk va tomber. Pokrovsk n'est pas tombé. Et les Ukrainiens s'y battent toujours. Regardez ces images. On est toujours dans le drone. Si je comprends bien, c'est filmé par drone. Vincent Crouzet, ou c'est un véhicule qui roule? Alors c'est un véhicule qui roule. C'est un véhicule qui roule, ça. Alors vous êtes sûr, il arrive à passer? Ah oui, vous avez raison. Alors peut-être c'est un véhicule qui roule. En tout cas, ou une moto, non? C'est une moto. C'est une moto parce qu'elle zigzague. Elle zigzague comme une moto. Qu'est-ce qu'on voit exactement sur cette route, cette longue route? Alors on n'a pas passé toute la séquence, mais cette longue route qui traverse la région de Pokrovsk. Ce qu'on voit, c'est beaucoup de cadavres de véhicules blindés. Donc ça veut dire qu'elle est sous le feu de l'ennemi et que visiblement, quand on passe dessus, on passe très très vite parce que il y a que la vitesse qui protège. Mais la vitesse, elle protégeait quand on tirait, je dirais, avec un canon, parce que c'est assez difficile de tirer en mouvement. Par contre, les drones suivent leur cible. Et donc, effectivement, aujourd'hui, même avec la vitesse, c'est très difficile d'échapper à un drone. Mais quand vous dites qu'ils suivent leur cible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas zigzaguer. On a voyé des quads, par exemple, où le quad parvient à tromper un peu le drone. C'est certains drones seulement. C'est-à-dire que lorsque vous avez une cible en face de vous, quand on apprend à faire du tir en roulant, très très difficile d'avoir une cible, et surtout si elle zigzague justement. Mais même avec le drone, ils peuvent suivre sa cible. Il s'arrête, il repart, il a des hélices, il suit sa cible jusqu'à la cible. Et puis quelquefois il y a des drones kamikazes. Alors vous pouvez toujours zigzaguer. Le drone kamikaze, quand il a chopé sa source de chaleur, il va au but. Donc là, on a véritablement une route qui est une route de la mort. Donc c'est ce qu'on peut dire, une véritable route de la mort. Et donc on voit d'ailleurs que le gars, il passe très. Il fait vite, oui, il s'attarde pas. Sergueï. Et même pour l'infanterie, on a beaucoup de vidéos maintenant sur l'infanterie russe qui se sert des trottinettes. Ouais. Des trottinettes électriques toutes petites, comme dans les villes, mais quand même, ils essaient de rouler comme ça, même dans les routes comme ça. C'est exactement parce qu'il y a des drones et il faut se décentraliser. Voilà, ils dissimulent les squads en trottinette, justement, pour ne pas être tous ensemble, pour ne pas être dans le même camion ou quelque part. Ils préfèrent de voyager comme ça. Ça a l'air un peu comique quand on le regarde, les trottinettes pendant la guerre, mais quand même, c'est ce que les militaires, c'est ce que les soldats sur place essayent d'inventer, essayent d'utiliser ce qu'ils ont pour échapper les drones. Chaque camp essaie de faire le maximum, disons, de désespérance dans le camp ennemi, de désespoir. On avait vu souvent comment les Ukrainiens lançaient cette ligne de téléphone pour dire rendez-vous. Les Russes aussi essaient de leur côté. Regardez cet extrait de reportage russe, en l'occurrence, sur ces obus de propagande qui vont larguer des tracts, vieilles traditions militaires avec des résultats sans doute extrêmement décevants. Le lance-roquette Grad se prépare à partir pour la ligne de front dans la région de Kherson. Les artilleurs remplissent des obus de tracts spéciaux destinés aux soldats ennemis. Il leur est suggéré de déposer les armes et de se rendre en tant que prisonniers. Ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront sauver leur vie. Un traitement digne et garanti. Ces unités du groupe de troupes Dnieper larguent régulièrement des obus sur les positions ennemies. Ils explosent en vol et 1000 tracts se dispersent sur le terrain. Outre le message destiné aux militaires ukrainiens, une instruction est adressée aux civils dans les territoires occupés. Ce sont des instructions pour l'armée ukrainienne. Tout le monde peut entrer en contact avec nous et vivre normalement. Il y a également sur les tracts des sites où ils peuvent nous contacter. Est-ce que ça marche le moins du monde? Est-ce qu'il y a vraiment des soldats ukrainiens qui ont envie d'être faits prisonniers par l'armée russe quand on sait comment ils sont traités souvent? Non, plus que de convaincre, c'est de montrer qu'on est là. On est présent. Quand l'armée rouge a envahi la Prusse orientale en 45, au premier mois de 45, ils ont découvert en fait les téléphones dans les maisons et ils appelaient n'importe quel numéro en disant Ivan Isda, Ivan est là. Et c'est un petit peu la même chose, c'est la guerre psychologique. Là. On est en plein dedans.